Bien, bonjour et merci d'être présent pour ce nouveau Day One Legal Lab dans sa version distancielle depuis le Covid. J'ai le grand plaisir pour cette ce nouveau Next is Different webinar d'accueillir Nicolas Guérin. Nicolas Guérin, secrétaire général d'Orange, ancien président du Cercle Montesquieu et nouvellement, j'ai vu président de la Fédération française des télécommunications. Et oui. Tout un programme, tu pourras nous en parler. Et puis bien sûr, Camille Aéry, associée au sein du cabinet Queen Emmanuel, et qui a un grand rapport très intéressant, rapport éponyme, le rapport Aéry, sur la grande profession du droit, avec beaucoup de propositions qui étaient très intéressantes et qui restent d'ailleurs totalement d'actualité. Ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'était ce qu'on a appelé Covid-19 sur la refonte de l'offre et de la demande sur le marché du droit, avec très précisément le sujet qui est la relation et l'impact sur les avocats et les directions juridiques et compliance. On a à peu près trois parties. Une partie sur le business model, pour redire quel est le business model, le mode opératoire des cabinets et des directions. Tout ce qui s'est passé depuis ces 20 dernières années, on le fera en 2 minutes, on ne va pas faire d'histoire pendant 3 heures. Deuxième partie, c'est le choc peut-être le mot n'est pas assez fort, mais en tout cas le choc du Covid-19 avec des impacts qui vont être négatifs mais aussi positifs. On en parlera avec Nicolas et Camille. Et puis quel impact sur le business model, sur la relation, sur demain, comment on va fonctionner avec les cabinets d'avocats, comment les professionnels du droit en interne fonctionnent, se digitalisent, se transforment, travaillent autrement, ce qu'on appelle maintenant et désormais les new ways of working, puisque c'est de plus en plus l'expression que vous entendrez. Ne vous inquiétez pas, les consultants sont là pour trouver des nouvelles expressions, qu'elles soient en anglais ou que ce soit de nouvelles matrices, donc on y travaille. Donc on va voir les new ways of working qui arrivent, les new ways of selling, le remote sales, les remote meetings, voilà, tout ce beau vocabulaire bien français, bien de chez nous, qui va arriver. Sans plus attendre, je voudrais peut-être démarrer avec Nicolas sur le business model, l'évolution. On a vu, c'était le professeur Rosen en 1990 qui a parlé du in-house counsel movement, qui voulait dire que les directions juridiques se constituaient et se constituaient fortement. Alors ça, c'est les années 90. On a maintenant 30 ans d'internalisation de juristes d'entreprise qui se sont développés. Comment tu vois justement le fonctionnement et le mode opératoire des directions juridiques avant le Covid? On est encore avant. On a vu effectivement des évolutions très importantes depuis des années des directions juridiques. Hein. C'est l'ère des directions juridiques. On est sur un développement massif, une accélération de l'intégration par toutes les entreprises de leur soutien juridique, en tout cas d'une intégration en grande partie. Hein. Vous connaissez les chiffres, 68% à peu près d'internalisation, entre 62 et 70% d'internalisation par les entreprises de leur sujet juridique, donc traitement en interne. Les directions juridiques, elles cherchent à être des centres de profit, mais même si elles cherchent à être des centres de profit, elles restent des centres de coût. Et donc, elles se pilotent comme des centres de coût. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment une distinction, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Sur les grandes entreprises, le mouvement s'est accéléré ces dernières années. On va vers de l'ultra-spécialisation, c'est-à-dire qu'on fonctionne un peu comme des grands cabinets d'avocats, avec des practices, avec des gens qui se spécialisent, qui agissent soit par spécialité de client, spécialité de marché, soit par spécialité juridique. Dans ces grandes entreprises, il y a une sursollicitation des juristes, tout devient juridique, le droit appelle le droit, hein, c'est ce qu'on dit depuis des années, et on voit qu'on confie aux directions juridiques de plus en plus de sujets. Si on regarde très rapidement les dernières années, quand on voit les grandes réformes juridiques, les grands sujets juridiques qui ont été introduits dans l'entreprise, RGPD, la protection des données, on voit que le DPO, le fameux DPO, il est dans 64% des cas rattachés soit au secrétaire général, soit à la direction juridique. Si on regarde la loi Sapin 2, on voit que 70% des entreprises confient à la direction juridique le pilotage de la mise en œuvre de ces dispositions. Et on voit là, par contre, effectivement, dans 85% ont mis un programme de lutte anticorruption et qu'elles font appel pour ça dans le cadre du programme anticorruption à des cabinets d'avocats. Et puis, dernier exemple, c'est la loi relative au devoir de vigilance. Là, on voit que 59% confie la mise en place de cette loi devoir de vigilance
aux directions juridiques. Donc voilà, donc ça sont des chiffres connus, classiques, qui sont issus des cartographies Cercle-Montesquieu à FJE, et on voit donc que dès qu'un nouveau sujet arrive, il est automatiquement confié à la direction juridique. Alors, dans ces grandes directions, les relations avec les cabinets sont fortes. Ces entreprises font tout appel à des cabinets, mais de manière un petit peu différente d'autrefois. C'est des binômes, c'est du partenariat, et on fait appel au cabinet, encore une fois, quand soit on a un problème de ressources, soit surtout plus souvent. Donc, le problème de ressources, c'est par exemple en M&A, quand vous devez faire des due diligence, vous n'avez pas assez de ressources pour aller partout, vous n'êtes pas présent dans tous les sites ou tous les endroits où votre cible se trouve, vous utilisez un cabinet d'avocats. Et puis, vous utilisez aussi les avocats pour leur expertise, donc en contentieux, c'est évident, mais aussi dans d'autres domaines d'expertise, quand vos équipes ne maîtrisent pas les sujets, vous faites un recours aux spécialistes. Voilà. Alors, il y a une dernière utilisation dans les grandes entreprises qui est assez intéressante et amusante, c'est aussi on est dans nos mondes, on est enfermé dedans. Donc, la vision de l'avocat, c'est aussi l'apport des visions des autres secteurs, des autres mondes. C'est un peu le challenge que les avocats peuvent nous apporter. Dans les entreprises de plus petite taille, là, on n'a pas le choix. On n'a pas énormément, forcément, les mêmes ressources qu'ailleurs. Je vous rappelle que dans une entreprise qui fait moins de 200 salariés, il n'y a que 4% de ces entreprises qui ont un juriste, pour 97% si on est à plus de 5000 salariés. Donc là, quand on a un juriste, il doit tout faire. C'est un espèce de couteau suisse. Il doit tout faire. Et donc, évidemment, sa relation avec les cabinets d'avocats n'est pas tout à fait la même. Le cabinet d'avocats est soit le directeur juridique, parce que parfois, quand il n'y en a pas, c'est le cabinet d'avocats qui sert de directeur juridique, soit le cabinet d'avocats, la ressource indispensable qui va aider ce généraliste, ce couteau suisse, à servir au mieux son entreprise. Donc voilà, c'est un petit peu les deux modèles qu'on connaît. Donc un constat général qui est le droit progresse, que ce soit dans les petites entreprises ou les grandes entreprises. Il y a une interaction très forte entre les avocats et les cabinets. Je crois qu'il y a 91% des directeurs juridiques d'entreprise qui estiment que l'avocat est plus qu'utile, en tout cas que le recours à l'avocat est indispensable et qu'ils ont un accès suffisant au cabinet d'avocats. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dresser. Donc voilà, centre de coût qui cherche à être un centre de profit, collaboration étroite avec les avocats, avec une différence très nette entre les petites entreprises et les très grandes entreprises. Ce qui est aussi vraisemblablement un sujet qu'il faut expliquer aux non-juristes de l'entreprise, notamment les directions générales, les directions financières, qui ne vont pas forcément comprendre que je recrute des juristes depuis des années, je suis plutôt grande entreprise dans mon exemple, et vous continuez de faire appel à des avocats, et donc ça veut dire que c'est un puits sans fond et les budgets augmentent. Il faut peut-être être capable d'expliquer à des non-juristes ce qu'est l'apport de plus en plus, et on l'a vu, on va en parler avec le Covid-19, l'apport essentiel, voire stratégique et fondamental du conseil juridique. Oui, bien sûr, puisque en fait, on a piloté les directions juridiques, comme je le disais, comme des centres de coût pendant longtemps. Donc, un directeur juridique qui rendait compte à son management, ça consistait à dire effectif, frais d'avocat. On était uniquement sur des pilotages budgétaires. Donc ça, on en est sorti, je pense, depuis une dizaine d'années. Maintenant, on fait un pilotage aussi qui est qualitatif, avec des résultats. Et donc, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé, je pense, pour montrer qu'on n'est pas simplement qu'un centre de coût, qu'on est indispensable. Donc, dans chacun des projets, on montre au-delà du coût que représente chaque projet, on montre comme toutes les autres entités de l'entreprise qu'il y a un apport, il y a un effet positif et qualitatif de l'action des juristes. Je pense que ça, en tout cas dans les grandes entreprises, c'est clairement entré dans les esprits. Et il y a une chose qu'on prend comme exemple qui le montre très clairement, c'est regarder le nombre de directeurs juridiques qui sont devenus secrétaires généraux. Ça montre bien le nombre de directeurs juridiques qui accèdent au COMEX et le nombre de directeurs juridiques qui deviennent secrétaires généraux. On ne les perçoit plus comme des techniciens ultra-techniciens, on les perçoit aussi comme des gens qui sont capables d'animer des équipes, de traiter des dossiers pour le président, au-delà de la question juridique. Vous avez Air France, le PMU, Atos, Vallourec, Ingenico, Generali. Il y a énormément d'exemples où pour moi, d'ailleurs, quasiment la majorité des dernières nominations de Ah, on t'a perdu, Nicolas. On t'entend plus. Alors, oui, t'es revenu. Tu as dû switcher sur les réseaux de Bouygues. Reviens sur Orange, ça fonctionne. Je ne me permets pas. Je suis président de la FFT, je représente tous les opérateurs. Pardon, il y a des gens de TF1 dans ce groupe. J'ai beaucoup d'admiration pour mes collègues de Bouygues, très réellement, très sincèrement, voilà. d'ailleurs tous les autres opérateurs. Aucun souci. Génial.
60% des secrétaires généraux ont une formation juridique et ce que tu disais, c'est que la majorité ont des nouvelles nominations. Effectivement, ce sont des anciens juristes, que ce soit Vivendi, Saint-Gobain, Orange, Air France, Danone, Carrefour, Bouygues, AXA, Valorec, Generali. Valorec, absolument. Donc c'est la vraie tendance où on intègre le juridique de plus en plus au plus haut niveau de l'entreprise. Camille, si on reprend sur cette question de business model, et de comprendre un peu comment ça fonctionne, un cabinet d'avocats. Je me souviens deux noms, le nom Cravath, qui est quand même très connu dans la profession, et le fameux système Cravath qui a été créé par monsieur Paul Cravath au début du XXe siècle, dont en fait la majorité des cabinets se sont complètement inspirés. Ça n'a pas beaucoup bougé à la marge depuis un siècle. C'est-à-dire, on recrutait des profils qui venaient des meilleures écoles et universités, écoles de droit. On les forme beaucoup, on les fait beaucoup travailler. Il y a cette notion, alors qu'on pourrait discuter du up or out, et puis ce que Galanter avait expliqué, le Partners Tournament, c'est-à-dire le tournoi des associés, on est associé ou on ne le devient pas. Voilà. Et le deuxième nom qui est assez marrant, c'est Reginald Hebert Smith, où il y a un livre que j'ai retrouvé de 1911, qui s'appelle The Justice and the Poor, où il explique qu'il faut absolument mettre en place le taux horaire, parce que le knowledge que vendent les avocats ne peut se délivrer qu'à travers le temps. Et c'est assez intéressant. Il a fait un papier après, en 1940, dans l'ABA, où il expliquait comment est-ce qu'il faut déployer le taux horaire. Et aujourd'hui, on est encore majoritairement, même si il y a des EFS et du forfait, il y a plein de sujets, on est encore majoritairement sur ce taux horaire. Comment est-ce que tu positionnes ce business model? Alors, bonjour à toutes et à tous et merci infiniment de m'accueillir. Olivier, sur les deux modèles que tu évoques, on prédit leur disparition, surtout le deuxième, celui du taux horaire, mais en fait, cette disparition tarde à arriver. Et je voudrais aussi revenir au premier, le modèle Cravath, et qui reste encore actuel chez Cravath, c'est celui d'une très grande linéarité dans ton parcours. C'est-à-dire que tu rejoins Cravath quand tu rentres dans une forme de religion. C'est un des modèles uniques qui reste encore aujourd'hui. Et tu poursuis toute ta carrière au sein de Cravath. Or, et on y reviendra certainement quand on évoquera les autres points à l'ordre du jour, il y a quand même une fragmentation du parcours de l'avocat aujourd'hui, y compris lorsqu'il est associé. Nicolas évoquait à juste titre la spécialisation, l'hyperspécialisation dans les directions juridiques. La filière de recrutement à travers nos cabinets est devenue importante. Donc, j'allais dire la mobilité au sein de notre profession, qu'on pourrait encore développer, on pourrait encore la développer, a fort heureusement commencé déjà à investir nos parcours, et on sait qu'il y a une mobilité de plus en plus grande entre notre profession et peut-être au moins la profession de juriste d'entreprise, je l'espère plus tard celle de régulateur, la magistrature, etc. Donc ça, c'est le premier point. Sur le taux horaire, effectivement, on prédit depuis quelques années une disparition, et je sais qu'il y a des efforts, conjoints d'ailleurs, de trouver des solutions alternatives. Le taux horaire reste pour moi encore un modèle qui est assez solide. En tout cas, il reste très présent dans le marché, probablement parce que d'abord, il présente une granulométrie qui est pratique. Lorsque vous avez plusieurs centaines d'avocats ou de cabinets d'avocats à gérer, le commun dénominateur qui vous permet quand même d'avoir une lecture plus affinée des taux horaires, comparer un budget New York avec un budget Paris, avec un budget Singapour, ou comparer un budget Paris, un budget Bordeaux, un budget Lons-le-Saunier, par exemple, est quelque chose qui peut parfois être difficile. Nicolas me contredira peut-être, il a certainement des outils qui lui permettent de le faire mieux que je ne le pense, mais je pense quand même que le taux horaire reste un élément de base, et c'est un petit commun dénominateur, un plus petit commun dénominateur qui présente encore pour moi une certaine résistance. Après, les modèles que l'on pourra envisager et ce que le Covid peut nous permettre de voir apparaître sont des modèles, je pense, pour moi, plus basés sur l'abonnement. C'est-à-dire qui sont beaucoup plus fluides compte tenu des nouvelles formes de communication entre nous. Moins sur les sujets, mais que sur la méthode de communication. Je pense que la transformation des taux, en tout cas des modes de facturation, viendra des méthodes de communication. Il y a un sujet aussi qui est quand même de plus en plus important, et pas seulement aujourd'hui, et peut-être plus aujourd'hui, c'est bien évidemment, il y a le coût, le montant, mais il y a aussi, qui est un vrai sujet pour les entreprises, la prévisibilité et d'être capable de respecter les budgets, de respecter cela, et en tout cas de ne pas avoir des débordements assez importants entre ce qu'on avait prévu, même si on sait qu'entre ce qu'on a prévu et ce qui arrive,
et ce qui arrive. Et donc la prévisibilité est une vraie demande aujourd'hui des directions juridiques pour qu'elles puissent respecter leur budget. Elle est absolument essentielle. D'abord, évidemment, on intègre les outils économétriques que certaines directions juridiques s'imposent à elles-mêmes, de manière à faire des suivis, ça de toute façon, que ce soit dans la nomenclature de la rentrée des temps, dans les budgets, dans les éléments d'alerte. Mais moi, je voudrais même aller plus loin. La question de la prévisibilité porte aussi sur notre propre stabilité. Moi, je réponds à des appels d'offres dans lesquels il y a des clauses de stabilité ou des questions sur notre propre gouvernance, de manière à ce que l'entreprise qui s'inscrit avec nous dans le partenariat que Nicolas évoquait, avec toute une série d'échanges en matière de knowledge, etc., a également une perception de la stabilité de nos organisations. Et pas seulement des questions de RSE, qui sont aussi des préoccupations essentielles dans le cadre de la cohérence, ce qu'on appelle la symétrie des attentions. La manière dont on travaille, ce qu'on vend à l'extérieur, doit également être intégré dans notre manière de fabriquer le droit. Mais même la stabilité de nos cabinets, les questions de gouvernance, les questions d'évolution de carrière font l'objet de questions diplomatiquement posées, bien sûr, dans certains appels d'offres. Cette question de la stabilité est de la prévisibilité. Est-ce que j'aurai encore les mêmes personnes? Est-ce que l'équipe que j'aurai en face de moi sera constituée de la même manière? Est-ce qu'elle obéira aux mêmes dynamiques? Est-ce qu'elle aura la même capacité de s'exprimer pour moi, directeur juridique ou juriste d'entreprise, dans 1 an, dans 2 ans? Ces questions commencent aussi, et encore une fois de manière très diplomatique, à rentrer dans les échanges et dans l'acquisition de ressources de cabinets d'avocats de la part de certaines entreprises. Je ne sais pas si Nicolas a eu l'occasion de l'identifier ou les personnes qui sont parmi nous, mais effectivement, moi je le sens aujourd'hui. Et puis, on est beaucoup plus transparent. On nous connaît beaucoup plus, on parle, etc. Donc, ce n'est plus des espèces de cénacles mystérieux, les cabinets d'avocats. Donc, voilà. Et ça joue, ça joue. Vous le savez, en fait, vous voyez tout. Je m'adresse aux directrices, aux directeurs juristes qui sont là. Vous voyez tout, on le sait. Il y a 2 éléments qui sont importants. Au début des années 80, un magazine américain qui s'appelle American Lawyer a lancé tous les classements PPP ou PEP, donc tout ce qui est Profit per Equity Partner, pour expliquer cet acronyme. Et depuis, c'est quand même devenu, un peu comme le cours de bourse des entreprises, peut-être l'indicateur qu'on regarde le plus quand on est en cabinet d'avocat, ce qui peut donner un décalage avec la réalité des entreprises et des directions juridiques. C'est ce premier point. Et le deuxième point, on en avait parlé en préparant Camille, c'est peut-être dans les secteurs d'activité qu'on a dans le monde entier, un des tout derniers, et je mets bien à côté, bien évidemment, la notion d'entreprise familiale, le secteur où on a ce que les économistes appellent le manager propriétaire, c'est-à-dire celui qui à la fois produit est aussi l'actionnaire, et ce qui peut avoir des conflits d'intérêts de position ou des conflits d'intérêts d'investissement. Si j'investis, je dépense de l'argent et donc à court terme, j'ai moins de dividendes. Et ce qui est peut-être qui explique un frein de certains cabinets, de certains types de cabinets, et peut-être aussi, je témoignerai, le churn qu'on a en fait en France, où là on a vu, on a mesuré avec Day One le baromètre, 340 associés ont bougé cette année, contre en moyenne 200 les années précédentes. Et quand on dit un associé, en moyenne, c'est 2 collaborants avec. Ce qui veut dire qu'il y a des mouvements qui sont quand même très très forts. Ouais, mais d'ailleurs, cette dernière information, pour moi, Olivier, marque d'une certaine manière la fin de la mythologie du manager propriétaire. On ne peut pas patrimonialiser les actifs intellectuels d'un cabinet d'avocats. On le sait, il y a eu d'ailleurs un certain nombre de crises qui ont affecté les grands cabinets que nous connaissons, à la faveur de tentatives pour les fondateurs d'essayer de maintenir, ou en tout cas d'essayer de monétiser une clientèle qui est extraordinairement libre, pour plein de raisons d'ailleurs, mais que le numérique, la globalisation du droit, la mobilité, la fluidité interne aux organisations, aux entreprises, leur offre aujourd'hui une plus grande liberté. Donc le modèle du manager propriétaire, moi j'y crois en fait de moins en moins. À moins de patrimonialiser des locaux, voilà, d'être sur des actifs qui peuvent éventuellement faire l'objet d'une gestion raisonnée, la captation de
une valeur intellectuelle est de plus en plus difficile. D'où effectivement la question d'un élément d'attractivité qui est celui du profit per partner. C'est ça que ça ne rend pas moins important, au contraire, le PPP. Et d'ailleurs, je ne veux pas anticiper sur les points suivants, ni monopoliser la parole bien sûr, mais le choc du Covid nous a obligés à revisiter nos propres doctrines. Je parle de manière générale, hein. Je trouve que mon cabinet est un peu à part dans ce domaine, mais à revisiter collectivement le rapport que nous avions à nos coûts de fonctionnement, à la nécessité d'investir dans de la brique, dans des locaux, par rapport à de la technologie, par rapport à de la fluidité, par rapport à des solutions alternatives de coûts. Ça, c'est évidemment une réflexion dont nous nous sommes emparés, enfin, je l'espère, pour la plus grande partie d'entre nous au cours de ces 3 derniers mois. Ouais. Ouais. Nicolas, on a ce choc phénoménal du Covid. On a aussi le choc du digital. Peut-être que les deux, d'ailleurs, font une accélération sur ces transformations que l'on voyait ces dernières années. On a vu que les directions juridiques, on est en train de faire une grande étude au sein de Day One sur justement ce qui s'est passé dans les directions juridiques, ont été aux premières loges de cette crise, ont été de toutes les cellules de crise d'ailleurs, pour pouvoir agir, ont été de toutes les explications exégèses de ce qui pouvait être fait, pas fait, parfois et même assez souvent en dehors de sujets stricto sensu juridiques. Le juridique a beaucoup participé. Comment est-ce que tu vois cette évolution et ces impacts de cette crise aujourd'hui, et comment elle s'est passée avec les deux piliers qui ont été le télétravail d'un côté et le digital? Alors, très clairement, on est entré dans une phase de crise absolue qu'on n'avait jamais connue. Donc, ce que tu décrivais sur la présence des juristes dans les cellules de crise, l'accélération du temps, on s'est retrouvés confinés, enfermés chez nous avec des préavis assez courts, sans pouvoir prendre nos dossiers chéris. Et donc on est entré dans une mécanique. D'ailleurs, on a tous l'impression, je pense, que les semaines qui viennent de passer sont passées à toute vitesse, tellement ça s'est accéléré. Donc, le Covid est un accélérateur, ça c'est très clair. Ce que tu dis est vrai, c'est tous ces sujets-là, on en parlait depuis des années, mais ça s'accélère là énormément. La localisation des juristes. On parle d'extraterritorialité depuis très longtemps, du risque de voir délocaliser le monde du droit à l'extérieur, dans les pays où économiquement il serait peut-être plus intéressant pour les entreprises de localiser leur direction juridique. Bah là, on vient de démontrer que la localisation d'un juriste, elle a aucune importance en fait. Elle a aucune importance. On peut faire tout et n'importe quoi. Le télétravail. Regardez une entreprise comme la nôtre, Orange, donc 1800 personnes en télétravail par jour avant la crise, 55 000 en France en permanence connectées pendant la crise, 100 000 personnes connectées en permanence dans le monde en télétravail. Taux de télétravail de la direction juridique, 99,99%. Donc c'est vraiment, voilà, tout le monde, et on a pu continuer nos activités avec le télétravail. Donc quand on parlait de risque de voir la direction juridique localisée à droite, à gauche, ben on vient de démontrer que c'était totalement faisable. On peut tout à fait travailler avec à distance sans aucun souci, en étant aussi efficace et même parfois plus efficace, puisque vu le nombre de sujets qu'on a eu à aborder, voilà, on a réussi. Donc, ce qu'on a vu, par contre, c'est que les outils devenaient primordiaux. On parle de juristes augmentés depuis des années, mais là, on est revenu aux fondamentaux. Je suis désolé, mais la signature électronique, un boom énorme. Moi, mes équipes, on est chargé de la signature électronique. On avait sincèrement un peu de difficulté à l'imposer ou à la développer dans l'entreprise. Elle vient de monter en flèche totalement. Tout le monde a fait des petits carrés, copier, découper des montages Word les premiers jours. Et puis après, on se rend compte que quand même, juridiquement, c'est pas terrible. Donc, la signature électronique a permis de pallier à ça. Il y a des Ça a sujets... cassé beaucoup de freins et ça a amélioré la conduite au changement, comme on dit, ou ça l'a imposé d'une façon. Énormément, sur tous les sujets. On rêve on parle tous on a fait des journées sans mail, des journées sans papier. Ben là, on vient de faire des mois sans papier. Je veux dire, il y a un débat. Sauf si votre appartement s'est transformé en zone d'archives, vous avez beaucoup moins imprimé. Donc, et comme vous avez beaucoup imprimé, ce qu'on n'arrivait pas à faire en disant juriste imprimez moins, ben là, ils l'ont fait de fait parce que c'est eux qui subissaient l'impression. La conservation des données, on dit depuis des années qu'il faut dématérialiser. Ben là, pour être honnête, on est en train de faire un travail dans l'entreprise qui est de récupérer tous les contrats ou les documents officiels, les travaux qui ont été faits, les notes, de les recentraliser, de les ramener dans les bureaux pour avoir un minimum d'archivage, au moins sur des bases légales. Vous voyez, tout ça, ça a énormément changé.
Il y a quelque chose qui a fondamentalement changé aussi. On se pose beaucoup de questions du management juridique depuis des années. D'accord, avec le management à distance, avec le fonctionnement du collectif. Bah, évidemment que ce qui vient de se passer a fondamentalement tout changé. On a vu des talents se révéler. On s'est retrouvé avec des gens qui étaient distants de l'entreprise, dont on n'avait plus de nouvelles. Il fallait les ramener. Là, ce n'est pas tellement la population du juriste qui a été concernée, mais il fallait les ramener, il fallait les animer, il fallait prendre des nouvelles. Donc ce management était très particulier. On a fait un management de crise pendant 3 mois. Ça aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire que les juristes se plaignaient d'avoir 3 textes, devoir de vigilance, loi Sapin, RGPD la même année. Là, on avait 2 ou 3 ordonnances par semaine de textes. 2 ou 3 ordonnances. Et ces ordonnances, elles ont modifié tous les fondamentaux des juristes. Regardez dans tous les domaines. Le droit social, consultation OS et délit d'entrave. Consultation OS allégée, délit d'entrave, on verra plus tard. Quand vous regardez le droit des sociétés, l'AG à huis clos. Alors ça, pour un juriste droit des sociétés, l'AG à huis clos, c'est la démocratie actionnariale, on a pris un coup, dans les télécoms, la neutralité. Voilà. On a eu toute une série de sujets comme ça à aborder, à intégrer. Ça a accéléré fondamentalement tout ça, et donc les juristes ont dû faire face. Et ça les a bougés énormément, ça les a perturbés au démarrage, et puis après, ils ont joué le jeu. Ils ont bougé et on a vu des nouveaux talents se développer. On n'est plus sur un mode où, en fait, jusqu'à présent, on faisait très attention à l'expertise, au niveau des juristes, on allait un petit peu vers le management. Là, on a vu des gens qui n'étaient pas forcément, excusez-moi de le dire, les meilleurs juristes, être très, très au point, très présents, parce qu'ils étaient capables de penser, innover, proposer, réagir très vite. C'est-à-dire que le juriste qui était très solide dans ses bases juridiques, il n'était peut-être pas forcément totalement adapté s'il refusait de sortir de ses bases pour innover et pour faire face à la crise. Donc c'est un changement complet, ça nous oblige à réfléchir entièrement au fonctionnement de nos directions sur tous ces sujets et à aller vite, parce que sincèrement, je veux dire, il n'y aura pas de retour en arrière, on le sait tous, le Covid, ce n'est pas juste une parenthèse, donc il va falloir aller beaucoup plus vite que ce qu'on faisait, se bouger, se transformer, et puis adapter nos organisations, nos directions juridiques à cette nouvelle réalité dès la rentrée. Le télétravail qui n'était pas un vrai télétravail, puisqu'il s'est fait dans des conditions pour certains plutôt à l'aise et pour d'autres des conditions extrêmement difficiles, logistiques, humaines. Et va-t-il perdurer? On va être de plus en plus dans de la gestion d'équipes virtuelles, d'équipes distancielles. Et ça va quand même changer pour certains. Hein. D'autres le vivent déjà, des directions juridiques qui sont déjà soit internationales, soit très régionales. Le vivent et ça va perdurer au sein d'Orange, pour prendre l'exemple. Oui, nous, on a une négociation avec les organisations syndicales qui va commencer en septembre sur les accords télétravail qui datent de 2013. Et oui, on est tous persuadés que ça va énormément changer. Après, on a tiré des enseignements. Tu dis les difficultés de travail. Il y a des difficultés, effectivement, de locaux non adaptés au travail. Ça, on ne pourra pas y faire grand-chose. On va pas, sauf à construire et à avoir des sites qui accueillent beaucoup plus de visiteurs temporaires. C'est-à-dire pouvoir aller travailler sur des sites distants qui n'est pas ton domicile, qui n'est pas ton bureau habituel. Donc ça, on va développer ça. Sinon, ce qu'on a fait pour les conditions matérielles de travail, on a innové aussi. On a, excusez-moi du mot, et je suis désolé s'il y a des gens de Carrefour ou de Auchan ou de Monoprix, mais on a développé un drive qui permettait aux gens de passer au bureau, de prendre du matériel, de l'emporter chez eux. Donc les écrans sont passés du bureau à la maison, les fauteuils ergonomiques, c'est des trucs aussi basiques que ça, mais donc oui, changement sur le télétravail va énormément changer, la présence au travail va être beaucoup moins intense. Il faudra quand même développer ces outils de communication. Là, on a tous testé au moins une vingtaine d'outils de visio différents. Bon, voilà, donc je ne sais pas s'il y en a un qui est meilleur que les autres, mais en tout cas, il faudra faire des choix très clairement et puis se demander s'il ne faut pas des outils un petit peu européens aussi, ou en tout cas français. Donc, il va falloir des outils effectivement de communication renforcés. Et puis, il va falloir surtout faire attention au télétravail qui est porteur aussi quand même de certains soucis. La distance des personnes, vous avez quelqu'un en face, vous voyez son état d'esprit, vous pouvez lui poser des questions, un call, un téléphone ou une visio, c'est pas pareil, donc vous n'avez pas forcément la perception de l'état de santé mentale, la situation de votre salarié n'est pas aussi facile à évaluer, donc il y aura effectivement des sujets de ce type à regarder aussi. Peut-être aussi, on va voir avec Camille l'éloignement qui peut être un problème de cohésion et puis un problème aussi de savoir qui est aujourd'hui
mon client, si je parle pour l'avocat, ou qui est mon entreprise? Est-ce que je suis plus proche du client et très très loin du cabinet, Camille, de plus en plus? Ou est-ce que j'ai encore cette fierté? On ne va pas avoir un sujet sur la fierté aussi d'appartenance au cabinet dans lequel on travaille, mais qu'on voit de moins en moins. Alors, il y a plein de sujets passionnants. La question du management des équipes pendant cette période est effectivement absolument essentielle. Et c'est un vrai challenge. Et Nicolas a raison, on va continuer là-dedans. Tout ce qui s'est développé autour du Covid va continuer à nous affecter durablement, nous transformer en fait. Et la question effectivement du management dans le contexte du Covid, c'est-à-dire dans le cadre de la fragmentation et de la distanciation, est un vrai défi pour les cabinets d'avocats dont le management reposait en général sur la structure extraordinairement pyramidale et la création de valeur. C'est-à-dire que l'horizontalité n'était pas complètement établie, sauf certains qui avaient une culture particulière en matière de management. Mais ça a été un vrai défi. Après, le sentiment d'appartenance, je ne pense pas qu'il était encore affecté. Mais on peut percevoir quand même, malgré tout, en tant que manager, en tant qu'associé, on peut percevoir un risque d'une espèce d'apesanteur des talents. Parce qu'au fond, tout le monde était un peu dans un état gazeux. Et nous, à la faveur des calls quotidiens avec mes équipes ou hebdomadaires, selon la régularité qu'on souhaitait imposer, le rite, parce qu'il faut imposer du rite dans ces cas-là. On le précipitait au sens chimique du terme, pour reprendre les propos de Carbonnier. Hein. Le cabinet était en apesanteur, et puis chaque jour, à l'occasion des échanges, des emails, mais des calls aussi, même pour se dire comment ça va, on reprécipitait un peu le cabinet au sens chimique, on lui redonnait une existence physique, et jusqu'à ce que les gens retournent ensuite dans le monde un peu plus élastique de la journée pendant le confinement. Et ça peut présenter un risque tout simplement parce que les talents peuvent partir. Nous, on le sait aujourd'hui, on le savait avant, pour beaucoup d'entre nous, mais c'est devenu je pense qu'on est plus conscient de cela aujourd'hui. Les environnements dans lesquels nous vivons, les outils que nous utilisons sont en réalité de la commodité. Ce qui fait notre valeur, ce sont les personnes qui nous entourent. Et effectivement, le fait de les savoir plus loin les rend probablement plus éligibles à des sollicitations qui sont légitimes, à la faveur d'une réorganisation en mode projet qui n'est également que la conséquence de ce qui s'est passé pendant le Covid. C'est-à-dire qu'on a inventé malgré nous le project management pendant le Covid, en allant chercher une ressource ici, une ressource là, parce qu'il y avait des problématiques croisées et nouvelles que Nicolas vient d'évoquer très, très justement. Donc, on a été chercher une structuration d'équipe de talent que nous n'avions pas toujours eu l'occasion en période de crise. En plus, ça vous oblige à une vigilance particulière, à une célérité, voilà, tout est crise, tout devient urgent et tout devient nouveau. Et donc, l'apprentissage d'une forme de project management a été accéléré dans les cabinets, je trouve, à la faveur du Covid. Et donc, elle va transformer durablement notre manière de travailler, l'attractivité des cabinets, notre modèle économique, mais également le sentiment que nous pouvons avoir de devoir être attentifs aux équipes, à les ramener régulièrement vers nous. Nous, dans notre cabinet, comme on a une clientèle qui est très internationale et quasi systématiquement sur des sujets transnationaux, nous avions déjà une culture très forte du télétravail avant. Liberté totale de télétravail. Nos locaux, pour ceux qui ont eu l'occasion de les visiter, sont, comment dirais-je, une certaine sobriété. Ce n'est pas l'attractivité de nos bureaux qui fait en sorte qu'on a envie de dire le matin, mais plutôt le plaisir d'être entre nous. Donc voilà, il y avait un terreau. Et pour en avoir parlé avec mes camarades, confrères d'autres cabinets, effectivement, le management a été un vrai challenge. Ça a été un vrai challenge. Il y a eu une vraie discipline, une vraie diététique destinée à maintenir comme ça ce flux entre les êtres humains. Ça fait quelques années que la prestigieuse école Harvard parle de smart collaboration et avec cette notion de faire intervenir, tu parlais de project management Camille, de faire intervenir les personnes qui savent ou qui peuvent apporter l'info et pas forcément les personnes qui sont en statut hiérarchique, qui vont participer à la réunion parce que s'il y a N, il faut N-1 et pas N-2 surtout, sinon on a un problème hiérarchique. Durant la crise et durant les réunions, on a beaucoup de directions juridiques avec lesquelles on travaille ou qu'on a interrogé dans le cadre de l'étude qu'on fait, qui nous ont dit il n'y a eu aucun sujet sur la hiérarchie, il n'y a eu que des sujets qui peuvent aider à apporter l'info, que ce soit un N-12, j'abuse un petit peu bien évidemment, du directeur juridique, ou que ce soit un N-1, et qu'il y a eu cette fameuse Smart Collaboration d'Harvard qui est compliquée en fait à mettre en place. Nicolas, est-ce que ces sujets-là, ce n'est pas
c'est pas le grade le plus élevé qui doit intervenir, c'est pas le grade qui importe, et c'est pas parce que je te demande de me dire ce que tu as fait que tu me reportes à moi et que je suis ton chef, mais plutôt que j'ai besoin de l'information qui vient de toi pour pouvoir, moi, faire mon travail. Ça a bien fonctionné, en fait. Ça peut perdurer, ça? Alors, c'est tout le débat qu'on appelle le fonctionnement en silo dans les directions juridiques, hein, qui est quelque chose, mon dossier, mon domaine, ma matière, ma gloire, etc. Donc, c'est un vrai sujet de fonctionnement de direction juridique depuis des années, sur lequel on a du mal à avancer, puisqu'on a beau mettre en place des groupes de collaboration, etc. Ça résiste toujours, ça résiste toujours. La réalité, c'est que c'est vrai, quand on regarde les 3 derniers mois, il y a 0 sujet de ce type-là. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu un bazar aussi grand sur les modes de saisie. C'est loin des yeux, loin du cœur. Donc, voilà, on saisit qui on pense, on n'a pas les organigrammes sous la main, on n'a pas tout ça, donc on saisit au hasard. Et c'est vrai que ça a parfaitement fonctionné. Peut-être aussi parce qu'il y avait une masse de travail extrêmement importante et qu'il y avait un élan de solidarité de la société en général. Moi, j'ai peur que ça retombe, mais ça, c'est encore une fois, ça fait partie du sujet de management, d'essayer d'abord que les gens réalisent ça. Parce que là, en se le disant, je suis sûr qu'on se dit tous, mais c'est vrai finalement, ça a bien fonctionné, il n'y a pas eu ce genre de débat, mais on a presque dans la précipitation pas fait attention à cette amélioration de nos fonctionnements. Donc il faut capitaliser. Il y a eu des rééquilibrages de ressources qui se sont faits naturellement. Oui. À titre d'exemple, des juristes TMNET étaient un petit peu moins sollicités pendant le Covid et d'un seul coup venaient aider leurs collègues sur d'autres sujets, sur le droit des sociétés ou sur le contractuel. En droit des sociétés, en financement, on les a vus arriver effectivement et nous aider. Il y a des opérations financières qui ont été faites, ils étaient là, ils étaient présents. Les juristes contrats achats ont été débordés. Il y avait moins de contrats marché-entreprise. Tout le monde s'est entraidé comme ça. Oui, ça a très bien fonctionné. Après, c'est vraiment... on a un problème de culture dans les directions juridiques. Hein. On est très, très dans la culture, silo, matière. Et la spécialisation, d'ailleurs, pousse nos juristes à être dans les silos et à toujours mettre en avant leur matière plutôt que le droit en général. Donc, il va falloir faire beaucoup d'efforts, mais ce sera un bon socle. Il faut être positif. Ce sera un bon socle ce qui vient de se passer pour lutter contre ces silos et les casser définitivement. Oui. Sur les impacts du business model et sur notamment le digital, on a quand même quelqu'un de phénoménal qui s'appelle Monsieur ou Madame Covid, qui a formé en 3 mois 3 milliards d'individus sur Terre à des Teams, Zoom et autres Blue Jean. Est-ce que justement cet élastique qu'on a un peu tendu, hein, de pouvoir utiliser tous les outils, va pas revenir à sa position initiale et on va revenir sur ce que l'on faisait avant, c'était très très bien. Comment est-ce que tu parlais, Nicolas, de signature électronique? Bien sûr, on a vu que c'était le cœur du cœur à un moment donné et que sans, c'était un peu compliqué ou risqué. Avec des signatures, certains nous ont dit, on va dire, de dégrader. Il va falloir revoir un petit peu ce qu'il y a et aller vers la vraie signature électronique. Mais les autres sujets de la digitalisation vont prendre un grand coup d'accélération, non? Ça, j'en suis persuadé. En fait, la question, c'est plutôt comment on organise cette transformation, comment on fait pour capitaliser, comment on met en place cette transformation. Et là, on voit bien que on va avoir tous nos sujets. Hein. C'est-à-dire, est-ce que j'en fais un grand sujet collectif? Est-ce que je décide de les fameuses legal operations, les directions opérations, est-ce que je les mets en place? Hein. Aujourd'hui, en 2018, il y avait que 17% des directions juridiques qui avaient une direction des opérations. Donc, est-ce que c'est ça l'outil? Est-ce qu'on fait ou on fait faire? C'est le make or buy. Tous ces sujets-là sont sur la table. Il va falloir les traiter très, très, très vite. Hein. C'est vraiment comment on transforme nos directions juridiques. Est-ce qu'on le fait seul? Est-ce qu'on le fait avec les cabinets d'avocats? Parce qu'il y a un certain nombre de cabinets d'avocats qui se posent aussi des questions des outils, qui sont en train de travailler. Est-ce qu'on s'appuie? Est-ce qu'on le fait entre nous aussi? Ce qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire que un outil, des outils digitaux développés entre directions juridiques, moi, j'en connais pas, sincèrement, j'en connais pas. Les associations le font, le Cercle Montesquieu, la VIE font effectivement des travaux pour essayer de coordonner, mais il n'y a pas d'action interentreprise. Donc voilà, il faut qu'on prenne ça à bras-le-corps, qu'on traite tous ces sujets-là et qu'on le fasse vite, sinon on va louper toutes les opportunités et on va revenir à ce que tu décrivais, Olivier, c'est-à-dire un retour en arrière, des silos, voilà. Moi, effectivement, je pense qu'il faut absolument créer des directions opérations dans les directions juridiques. Il faut collaborer entre sociétés pour créer des outils. Qu'il faut travailler avec nos amis avocats sur des modèles aussi d'accès aux outils qu'ils développent et de savoir effectivement comment on les interface entre ceux des outils des directions juridiques et ceux des cabinets. Il faut prendre tout ça, il faut tous travailler ensemble et puis accélérer parce qu'on a une opportunité d'enfoncer définitivement
totalement les portes et d'imposer des fonctions juridiques beaucoup plus puissantes, des professions juridiques beaucoup plus puissantes que ce qu'elles étaient jusqu'à présent. Donc voilà, c'est un appel aux bonnes volontés au peuple. Allons-y, mais ne tardons pas trop, c'est à partir de septembre. On a parlé au début de dire que l'offre et la demande évoluaient. On n'en a pas beaucoup parlé du côté de l'offre. Camille, on a nos amis avocats, comme les appelle Nicolas. Mais je ne sais plus si ça veut dire grand-chose, nos amis avocats. Le mot ami veut dire beaucoup, mais le mot avocat, je ne sais plus. Il y a des modèles aujourd'hui qui sont extrêmement diversifiés. Sans donner de nom, mais on a des cabinets internationaux, des cabinets de niche. On a 250 cabinets de niche qui ont été créés depuis le début du siècle. J'aime bien le dire, ça fait historien. Depuis le début des années 2000, qui se sont créés comme ça et qui fonctionnent très très bien. On a des LPO firms qui sont en Inde, en Israël ou en Afrique du Nord. On a des managed services, comme on appelle ça aussi, qui se sont beaucoup déployés. On a vraiment, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, bien évidemment, des outils aujourd'hui qui sont totalement différents. On peut aller, si je prends un parallèle, à la fois de cabinets qui sont très standards, très automatisés, qui travaillent beaucoup sur le forfait, jusqu'à la grande marque. On a de Tati à Chanel, en fait. On a un marché aujourd'hui qui s'est structuré avec toute offre possible, qui trouve son utilité d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire qu'en termes de positionnement de cabinet, en termes de relations, ça n'a pas un impact fort sur chacun des cabinets, que ce soit le tien ou tous ceux que tu regardes et que tu observes? Alors, si, mais il y a une asymétrie de perception du modèle que tu es en train d'évoquer entre le monde des juristes d'entreprise et celui des avocats. Je pense, à part ceux qui ont l'habitude de travailler sur des structurations de talents, des panachages, etc. C'est vrai que, et c'est un frein, l'avocat se conçoit quand même comme étant en réalité éligible à la fois à vendre du tati, ce qu'il déniera, ce qu'il n'assumera pas, et je ne sais plus ce que tu avais placé au sommet de ta chaîne. Chanel. Chanel, voilà. Mais il y a d'autres marques, il y a d'autres marques. Bien sûr, mais je ne veux pas vexer. Je reprends ta nomenclature, Olivier. C'est compliqué pour les avocats, en fait. Parce que culturellement, l'avocat, il va pas accepter facilement de considérer qu'on doit le positionner sur un segment. D'abord, la perception de la notion de marché, la perception même de ce panachage qui aujourd'hui est monnaie courante chez le client, comme elle l'est chez nous en tant que consommateurs. Nous avons des goûts variés, des budgets variés, mais qui font en sorte que parfois, on va s'autoriser un plaisir de consommateur et que dans d'autres moments, nous allons avoir des contraintes de consommateurs. Et en matière d'acquisition de prestations juridiques, je pense qu'il y a aujourd'hui une plus grande souplesse sur cette question du panachage. Le one-stop shop n'existe pas. Il faut qu'on admette l'idée que les clients qui est intelligent aillent chercher ce qui est nécessaire là où c'est nécessaire, que ce soit dans la vie réelle ou que ce soit sur des solutions qui sont proposées par des legal tech. Ça, c'est très important. Nous, en revanche, au sein de la communauté des avocats, et encore une fois, je le dis avec la plus grande humilité par rapport à mes consoeurs et mes confrères que j'aime profondément, je ne suis pas certain qu'on arrive encore à assumer, pour beaucoup d'entre nous, le fait d'être positionné sur un segment, c'est-à-dire d'accepter d'être celui qui va faire, en France, en tout cas en France, dans le modèle et dans la projection que nous avons de notre identité d'avocat en France, d'être le segment, allez, on va dire N-3 en termes de structuration, de tarifs, de responsabilité et d'engagement dans une mission, à côté d'un cabinet qui serait, lui, sur le segment 1, à forte valeur ajoutée, etc., ou qui serait le pilote d'un projet. Je parle du panachage, chose que nous voyons dans d'autres marchés sans difficulté, sur des opérations, nous, aux États-Unis, à New York, sur des Chapter 11, d'ailleurs, qui se sont constitués à la faveur du Covid. On a eu l'occasion de voir des comités de créanciers dans lesquels les représentants du comité de créanciers étaient un cabinet de premier rang new-yorkais avec 2-3 autres cabinets qui étaient exclusivement là pour gérer la documentation. Et dans les pitchs, ils le disent. Ils disent, voilà, nous on est là, voilà nos taux horaires, voilà tels qu'ils sont, voilà nos outils informatiques, et nous on est là pour ça. Ce discours est encore compliqué à exprimer, je pense. Donc, il y a ce changement qui doit intervenir et qui n'est pas facile. Et le plus important aussi, ce sont des thèmes qu'on avait discutés ensemble il y a déjà longtemps, au moment même du rapport qu'on a établi. Je salue la présence de Bernard Lamont, qui était également un des co-auteurs du rapport qu'on a remis à Jean-Jacques Urvoas, qui est la question des nearshoring, de l'offshoring, etc., etc. Nous-mêmes, on a des difficultés parce qu'on a des contraintes ou qu'on imagine qu'on a des contraintes de formation, d'accompagnement de nos jeunes avocats, ce qui est sincère. On a du mal à se dire qu'on va se délester d'une partie
de notre apprentissage, de l'espèce de lente majesté de l'apprentissage, parfois laborieux, au profit de structures qui sont déjà opérationnelles et qui sont à l'extérieur. Donc il y a une difficulté culturelle de notre territoire, en tout cas du territoire des avocats en France, sur ces questions. Mais je pense que c'est un modèle qui doit inévitablement évoluer et changer. Et donc, tu penses que, pour reprendre ton mot panachage, aujourd'hui, un cabinet qu'on appelle de premier rang ou first tier en France ne sera pas capable d'aller voir le directeur juridique ou directrice juridique qu'on a autour de ce webinaire et lui dire, nous, on va se positionner sur ça et on a un cabinet qui est de nearshoring ou qui est un cabinet ou une legal tech avec qui on va finaliser en fait une offre pour être plus compétitif. Les directions juridiques recevront cette offre très vraisemblablement avec beaucoup d'intérêt. Bien sûr, non, elles le font. Et les cabinets ne seront pas aujourd'hui enclins à le faire. Les cabinets, certains sont enclins à le faire. On s'appuie d'ailleurs le plus souvent, quand ce sont des firmes internationales, sur des modèles identiques qui ont déjà été positionnés dans des pays où la maturité du tissu juridique, ou en tout cas de la communauté des avocats, le permet déjà. C'est-à-dire que les cabinets, les sous-marques, entre guillemets, pardon, de les appeler comme ça, c'est pas la meilleure terminologie, mais les cabinets qui créent des départements qui sont en général dans d'autres régions un peu moins, qui présentent des coûts de fonctionnement plus intéressants, existent déjà beaucoup en Angleterre et aux États-Unis. Et les cabinets français qui ont des relations avec ces cabinets-là s'appuient sur leurs ressources. Le problème que nous avons ici pour proposer des services comme ceci, c'est en réalité les candidats. Je mets de côté les legal tech dont c'est le modèle et qui s'invitent dans ce débat en disant mais vous pouvez nous utiliser pour ça. Et nous faisons des offres, parfois en matière de gestion documentaire, etc. On ne travaille que sur des grandes enquêtes, donc on n'a pas d'activité transactionnelle. Mais sur tout ce qui est litigation, il y a évidemment la question de la gestion documentaire, de l'e-discovery, etc., lorsque ce sont des sujets transnationaux. Et ça, on le fait sans difficulté avec des sociétés spécialisées, avec des experts et avec des cabinets d'avocats. En France, tout ce que je disais, c'est que c'est compliqué de s'appuyer sur des ressources locales parce que je crains, mais peut-être que je me trompe encore une fois, j'ai le sentiment que c'est difficile de trouver des candidats qui acceptent d'assumer ce rôle-là et qui n'aient pas ontologiquement créé une activité dédiée à cela. Et c'est pour ça que les legal tech sont pour moi des candidats qui sont plus naturellement disponibles en France pour accompagner des projets comme ceux-ci aux côtés de cabinets de premier plan. Mais je dis cela pour tous les cabinets qui sont concernés, bien sûr. Très bien. Je voudrais 9h53, on doit respecter, ce qui était quand même un point aussi très positif du Covid, tout le monde respectait les horaires, on va essayer de le respecter donc à 10h00. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez soit lever la main, soit les poser. Il y a eu quelques... Merci Bernard pour l'ensemble des commentaires et des synthèses très intéressantes. Regardez dans le chat, Bernard nous a mis un certain nombre de synthèses. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en, échangeons entre nous. Ne vous inquiétez pas, j'en ai encore des dizaines et des dizaines pour Camille et Nicolas. Pas de questions? Moi, j'ai une question. Si, moi, j'ai une question. Florence, vas-y. Florence Henriet. Il y avait quelque chose que je trouvais... Je suis en train d'écrire un article, en fait, pour le LGA Mag sur, justement, le monde de la gouvernance des cabinets d'avocats de demain à la suite du Covid. Et il y a quelque chose que je trouvais super intéressant, c'était l'histoire de la demande des entreprises sur la clause de stabilité dont tu parlais, Camille. Oui, madame. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passe au niveau de l'appel d'offres, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment une demande de ça? Et en fait, Nicolas Guérin, si vous pouviez aussi confirmer cette importance en fait que peuvent accorder les clients sur les modes de gouvernance et les clauses de stabilité des cabinets d'avocats, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important dans la composante service? Oui, très clairement. On le dit toujours, la plupart des directeurs juridiques fonctionnent sur de l'institut personnel. Ils ne font pas appel à des cabinets ni quoi que ce soit. Donc, avoir effectivement des collaborateurs qu'on connaît, qu'on identifie, qu'on a travaillé, et même les directeurs juridiques sont outrageusement parfois intrusifs, d'ailleurs, y compris sur les choix des collaborateurs. On veut des équipes qui sont panachées en fonction de la façon dont on est construit, nous, et de la façon dont on travaille. Donc oui, c'est très important de pouvoir regarder le nombre de directions juridiques qui suivent les avocats lorsqu'ils changent de cabinet. On a totalement intégré ce mouvement qui est assez nouveau de mobilité au sein des cabinets. On suit énormément les avocats d'un cabinet à l'autre.
Et pour rejoindre ce que disait Nicolas, effectivement, les questions telles qu'elles sont posées, alors encore une fois, hein, Florence, elles sont posées de manière très sobre, parce qu'il ne s'agit pas de rentrer dans, voilà, de demander que soient révélées des informations que, d'ailleurs, tout le monde ne partage pas au sein de certains cabinets d'avocats. Mais c'est vrai que l'idée sous-jacente, et pour le coup, la question se pose de manière toujours très diplomatique dans les appels d'offres. Moi, j'en ai vu plusieurs. Hein. Ça ne s'appelle pas toujours clause de stabilité, mais on nous interroge en fait sur notre gouvernance, sur l'évolution de carrière, parce qu'on veut savoir en réalité dans quelle mesure le juriste, je pense que, pardon, pour terminer mon propos, en revanche, on en parle lors des échanges que nous avons une fois que nous avons soumissionné. Là où on peut rentrer dans une discussion voilà, plus informelle sur le fonctionnement. Et je pense que l'idée sous-jacente, c'est quand même de savoir, parce qu'on le sait, s'il y a des éléments perturbateurs, pas seulement la question de la mobilité éventuelle de l'avocat. Parce que l'avocat, si on a confiance en lui, peut-être, je l'espère en tout cas, qu'on le suivra. Et qu'il y aura une certaine homogénéité des structures dans lesquelles il évolue et sa méthode de travail restera préservée. Donc, en gros, le canal de communication restera préservé, hormis évidemment un sujet de conflit d'intérêts nouveau. Mais derrière, c'est savoir si la liberté de la parole de l'avocat, sa liberté d'expression, sa manière d'apporter un service n'est pas altérée par des considérations liées à une hiérarchie qui est mal organisée, à une sorte de pathologie organisationnelle. Et nous, on le voit. Enfin, je ne sais pas si nous, on le voit dans certains dossiers quand on est en team-up avec d'autres cabinets d'avocats. On voit que parfois, la parole de tel collaborateur ou la fluidité des réunions est compliquée parce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas vraiment, mais qui est essentiel dans la hiérarchie et qu'on respecte parfaitement, mais qui n'était pas complètement au courant des évolutions du dossier et qui arrive dans une espèce de réunion out of the blue. Et on sent que la parole de tous les avocats qui travaillaient autour de lui est brutalement altérée d'une certaine manière. Et que c'est sa parole qui prime, or, il n'a pas le même niveau de connaissance. Donc, tout ça pour dire que le mode de management et la gouvernance d'un cabinet, et je mets de côté, je ne veux pas parler pour les juristes d'entreprise. Moi-même, en tant qu'avocat, lorsque je travaille de concert avec des camarades, je peux le percevoir. Moi-même, je le perçois à une échelle strictement horizontale, lorsqu'on travaille à plusieurs sur des dossiers, sur des contentieux, etc. Je le vois, en matière de communication, en matière de fluidité, etc., je le vois. Donc, je peux comprendre que ce soit aussi une préoccupation Mais si je peux me permettre, est-ce que finalement cet intuitif personnel très fort auquel faisait allusion Nicolas Guérin en disant moi ce qui m'intéresse c'est l'avocat et je suis de cabinet d'avocat, est-ce que c'est pas justement ça le nœud du problème de la stabilité des cabinets d'avocats? C'est-à-dire qu'en fait, si jamais le client est attaché à l'avocat et non pas à la marque de son cabinet, mais finalement c'est ça peut-être le nœud du problème de la stabilité. C'est comment voulez-vous faire un cabinet stable si jamais le client revendique qu'en fait ce qui l'intéresse c'est pas tellement la structure, donc sa stabilité, mais l'avocat au sein de sa structure. Est-ce que ce n'est pas un peu endocadiste de demander de la stabilité au cabinet d'avocats en disant je veux avoir toujours les mêmes interlocuteurs et de dire par ailleurs, finalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'intuitu personae et je suivrai mon avocat où qu'il aille. D'où les 320, d'où les 340 associés qui ont bougé cette année. Nicolas, tu veux réagir? Oui, peut-être. L'intuitu personnel, c'est un des 4 critères qu'utilise le directeur juridique. Ce n'est pas le seul non plus. Hein. Je crois que la notion de conflit d'intérêt aussi est quand même, notamment dans des secteurs aussi concurrentiels que les nôtres, est un vrai sujet. Il y a un critère qui est énormément utilisé, qui est le classement interne aussi. Hein. Classement interne, c'est-à-dire tu parlais Camille de classement externe. En fait, dans les directions juridiques, on fait des classements internes, des évaluations internes, surtout sur des directions comme nous, pour savoir qui est apprécié des équipes et qui n'est pas apprécié. Et puis le bouche à oreille marche toujours énormément. Il y a énormément de réseaux de directeurs juridiques, donc on échange les uns les autres sur les cabinets. Le budget est aussi un critère et l'intuitu personnel vient effectivement dans cette chaîne à un moment donné. On est quand même face aujourd'hui, en tout cas dans les grandes entreprises, à des très grands cabinets. Donc, c'est des practices par practice. Oui, sans doute que ça facilite l'évolution des avocats parce qu'un avocat qui veut partir, s'il emmène un client comme nous, c'est plus facile pour lui, mais c'est quand même pas non plus le seul critère. Sincèrement, le premier critère qui justifie les arrêts de collaboration avec certains, ou les impossibilités de collaborer avec certains cabinets, c'est le conflit d'intérêts. Ça reste le conflit d'intérêts. Voilà, c'est ça. Ouais, Florence, si je peux rajouter. Merci. Notre vocation, c'est pas non plus nous, en tant qu'avocat, de nous dire je vais faire 2 ans ici et qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans et me barrer. On a quand même, globalement, hein,
la volonté de nous inscrire et de nous enraciner. Et par ailleurs, je note avec plaisir, et je le note, je crois que la conversation est enregistrée, que le critère du budget a été positionné en 5e par Nicolas, et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup. Merci Florence. On va conclure, il est 10h00. Peut-être un mot de la fin à chacun sur les challenges. Il y en a beaucoup, hein, le télétravail, le management à distance, le fait d'avoir peut-être moins de hiérarchie, moins de pyramide, le digital, la transformation, ne pas revenir en arrière, la collaboration plus forte au sein de l'entreprise et avec nos amis avocats, comme le dit Nicolas une fois encore. Les challenges, Nicolas et Camille, je sais que c'est dur, hein, en deux mots. Non, tu viens de les résumer massivement. En fait, le constat qu'on fait, c'est que les directions juridiques sortent grandies fois de cette période de Covid, qu'elles ont une transformation à faire. Il faut qu'elles transforment l'essai. Et la vraie question, c'est comment on fait. Comment on fait tout ça? Il faut le faire, il n'y a pas de doute, il faut le faire. C'est comment on fait et il va falloir qu'on échange beaucoup entre les professions et entre directions juridiques pour savoir effectivement quel est le bon modèle et ne pas se louper. Parce que si on se loupe, encore une fois, les débats de localisation de l'exercice juridique à l'étranger, ailleurs, dans des zones moins coûteuses, eh ben, va revenir plein pot. Hein. Donc travaillons et puis capitalisons, soyons optimistes. On a gagné énormément de points là. Ce serait dommage de les perdre avec les retours des vieux démons. Et tu l'as dit, hein, travaillons avec les cabinets, mais travaillons aussi entre directions juridiques, qui est un message important qu'il faut aussi entendre. Merci beaucoup Nicolas. Camille? Je rejoins Nicolas. Moi, c'est la valorisation de la filière juridique. Les réponses ont été juridiques. On ne prétend pas qu'on a sauvé des vies, hein, parce qu'on n'est pas médecin et c'était eux les héros. Il faut quand même le reconnaître. Mais on a apporté des réponses. On a apporté des réponses juridiques. On a inventé des réponses à des problèmes nouveaux. On les a imaginés. Le droit n'a jamais été aussi utile, je pense, à l'échelle mondiale, à l'échelle domestique. Et je reste assez obsédé par la question de l'unité de la filière juridique. Vous avez une chance au sein de l'entreprise, c'est d'avoir pu donner une valeur économique très forte au droit. C'était le propos initial de Nicolas. Nous avons besoin d'investir encore la valeur économique du droit dans notre communauté, de manière à rejoindre la vôtre, en fait. Et je suis effectivement préoccupé de ce que, alors qu'il n'y a jamais eu autant de régulation, alors qu'il n'y a jamais eu autant de régulateurs, alors que le talent des juristes, il faut quand même le reconnaître, je ne dis pas ça de manière incantatoire, dans une sorte de délire d'ivresse, mais c'est vrai que le talent des juristes, il est là. Il a été utile. Et ben, jamais on a le sentiment que notre influence, en réalité, sur le plan économique, est mal perçue et qu'il y a un risque de fragmentation. Donc, toutes les questions relatives au legal privilege, à la grande profession, à une rationalisation de notre formation, à la mobilité, au financement de notre formation, sont des questions absolument essentielles. Ce serait dommage, effectivement, de ne pas tirer tous les bénéfices de ce que nous avons pu réaliser ensemble pour les uns et les autres. Et c'est une préoccupation, ça. Merci Camille, merci Nicolas. Donc, les juristes et les avocats ont aidé les sociétés pendant la crise. On espère qu'ils vont aider la société après la crise à se reconstruire et à travailler différemment. Grand merci à vous deux et puis grand merci à tous les participants qui sont venus passer une excellente journée. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci infiniment. Au revoir.